Allô, allô! En complément à la vidéo précédente, j'aimerais dire un petit mot sur les présocratiques, ceux qui ont jeté les bases aussi bien de la science que de la philosophie dès l'Antiquité. Là, je vous rappelle que dans la vidéo précédente, j'ai dit que dans l'Antiquité, la science n'existait pas encore. En fait, elle n'existait pas au sens où on l'entend aujourd'hui. La science moderne, avec les critères qui la caractérisent, est assez récente dans l'histoire. Par contre, la volonté de comprendre la nature de façon rationnelle, sans faire intervenir des croyances à des forces surnaturelles, ça a existé dans l'Antiquité. Et cette volonté-là, elle caractérisait notamment les philosophes qu'on appelle les présocratiques. Alors maintenant, les présocratiques, ce n'était pas un groupe d'individus associés ensemble à l'époque. D'ailleurs, on peut s'en douter en décortiquant le nom qu'on leur donne. Pré-socratiques, ça veut dire qu'ils sont venus avant Socrate. Socrate qui est considéré par beaucoup comme le père de la philosophie occidentale. Alors, il va sans dire que du vivant des présocratiques, on ne savait pas que Socrate allait exister après eux. Donc, c'est un nom qu'on leur a donné de façon rétroactive. Mais si on leur donne un nom commun à tous, c'est probablement parce qu'ils avaient des points communs. Alors, ils avaient en commun d'être insatisfaits des explications des mythes pour les phénomènes naturels. Ils cherchaient plutôt des explications rationnelles à l'ordre du monde. Or, je vous rappelle que chercher à expliquer rationnellement les phénomènes naturels, c'est aujourd'hui le travail de la science. Par contre, les présocratiques étaient loin de la démarche qu'on a établie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a établi à une autre époque, mais qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors, ce que je veux faire remarquer ici, c'est qu'avant de se rendre à la science moderne, on a dû passer par les présocratiques, suivis ensuite d'Aristote, des stoïciens, des épicuriens, de bien d'autres penseurs. La science, c'est le cas de le dire, elle n'est pas tombée du ciel. Ce n'est pas une révélation. C'est une démarche intellectuelle. Et cette démarche intellectuelle, elle a commencé par des petits pas, par des balbutiements dans l'Antiquité, et elle s'est améliorée avec les siècles. La méthode scientifique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est à Galilée qu'on la doit. Galilée qui a vécu au 16e et 17e siècle. Entre les présocratiques et Galilée, bien d'autres étapes ont eu lieu. Et d'autres étapes ont eu lieu depuis Galilée. Bon, c'est pas mon sujet de parler en détail de ces étapes-là, mais ce qu'il faut retenir, j'insiste, c'est que la science est une démarche. Et la démarche elle-même, c'est-à-dire pas seulement les connaissances qu'on acquiert grâce à la démarche, la démarche elle-même a évolué à travers les siècles. La science n'est pas figée. Elle est en évolution. Et c'est aussi à noter que la séparation entre philosophie et science n'est pas aussi nette que certains veulent le faire croire, ou que certains le croient en fait. Comme je viens de le faire valoir,
jamais on ne serait arrivé à la méthode scientifique comme on la connaît aujourd'hui sans le travail préalable de nombreux philosophes. Et même si on regarde la science aujourd'hui, l'épistémologie elle-même, la méthode scientifique, reste de la philosophie des sciences et non de la science au sens strict du terme. Vous n'êtes pas convaincu? Eh bien, pensez-y. Les règles de la méthode scientifique sont normatives. Elles établissent ce que les scientifiques doivent faire. Elles ne sont pas la description de quelque chose qu'on peut observer. Les objets étudiés par la science sont empiriques, mais la méthode scientifique elle-même, c'est-à-dire les règles de cette méthode, ne le sont pas puisqu'elles sont normatives et non descriptives. Alors, la question maintenant que j'ai déjà posée, pourquoi la méthode scientifique est une approche valable? Ce n'est pas une question scientifique. Ça fait partie de la philosophie, plus précisément de la philosophie des sciences. Donc là, il revient à la philosophie de justifier la confiance dans la science. La logique est une branche de la philosophie. Elle est utilisée en science. Bref, il ne pourrait pas y avoir de science comme on la connaît aujourd'hui s'il n'y avait pas eu d'abord la philosophie. Inversement, la philosophie ne devrait pas ignorer les connaissances acquises grâce à la science. Même si on a séparé la philosophie de la science dans la modernité, et si je dis que la séparation n'est pas nette, ça ne veut pas dire que je dis qu'il n'y a pas de différence, il y en a, mais même si elles ont été séparées, contrairement à l'époque où elles ne faisaient qu'une, encore de nos jours, on peut remarquer qu'il y a des scientifiques qui écrivent des livres dans lesquels ils abordent des questions qui sont en réalité des questions philosophiques. Par exemple, la question de savoir s'il existe quelque chose de propre à l'être humain, qui le distingue du reste du règne animal. Ou par exemple, se demander quelles sont, comment je pourrais formuler ça, les implications des connaissances actuelles sur l'hypothèse d'une intelligence créatrice. Une question directement liée à celle du sens de la vie. C'est une question philosophique. Et pour ce qui est de ceux qui travaillent spécifiquement en philosophie, eux, ils devraient tenir compte de ce que la science nous apprend, même s'ils ne sont pas eux-mêmes des scientifiques. Justement, si on veut savoir ce qui définit l'être humain, question philosophique. Mais même si on est philosophe et non biologiste, on ne peut pas répondre adéquatement à cette question-là en ignorant ce que la biologie peut nous apprendre sur notre espèce. D'ailleurs, même si c'est encore de nos jours une position marginale, certains soutiennent même que la science est l'outil qui nous permettra de progresser sur le plan éthique. Eh oui, l'adage comme quoi la science ne peut rien dire sur le bien et le mal est critiquable, même s'il est soutenu comme un dogme par un grand nombre de gens, y compris des philosophes et des scientifiques.
Si on considère que le but de l'éthique, c'est de maximiser le bien-être de l'humanité et possiblement aussi des autres animaux, ben quoi d'autre que l'expérience, la méthode empirique peut nous indiquer quelles façons d'agir sont les meilleures pour atteindre ce but. Ça, c'est notamment la position défendue par le philosophe Sam Harris. Alors, pour résumer, la science est une démarche. La démarche a évolué depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. La science et la philosophie ne faisaient qu'une, jusqu'à une époque pas si éloignée en fait. Et même depuis la séparation, elles demeurent complémentaires.